Alors ce soir, nous recevons en plateau le président du gouvernement et du Tapura Wiretia, Edouard Fritsch Yaurana. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Alors on l'a vu, il y a le séminaire qui a eu lieu, il s'est terminé. C'était une occasion d'échanger. Il faut dire qu'il y a eu quand même des dissensions ces derniers mois. Vous avez d'ailleurs proposé votre démission le mois dernier. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez pu mettre les choses à plat? Oui, les choses sont à plat, les troupes sont remobilisées. Effectivement, il y a eu 3 premiers jours de séminaire avec les élus de l'Assemblée de Polynésie, parce que c'est quand même avec cette majorité que je travaille aujourd'hui et à qui je dois rendre des comptes. Et une journée consacrée essentiellement à la rencontre des responsables de fédération des îles du Vent. Oui, c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup d'écoute, car effectivement, nous venons de passer un très mauvais moment. C'est évident qu'un échec comme celui que nous avons connu aux législatives est difficile à porter. Et bien sûr qu'il ne faut pas aller trop vite dans ces moments-là. Je crois qu'il faut analyser la situation, disséquer les différents problèmes qu'il y a eu, et il y a eu beaucoup de problèmes, voir les stratégies qui ont été adoptées. Donc, effectivement, les premiers visés ont été les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement, c'est moi qui les choisis. Si le gouvernement a à se reprocher quelque chose, c'est au président qu'il faut reprocher. D'ailleurs, j'ai été la cible pendant 2 ans et demi, pendant la Covid. Donc, effectivement, je leur ai dit non, je ne veux pas toucher à mon gouvernement parce que j'estime que les ministres ont bien travaillé. S'il y a quelqu'un à abattre, c'est moi. Et si vous voulez, je m'en vais. Donc, ça n'a pas été accepté, bien sûr. Et donc, on va continuer. On va continuer ensemble et ce séminaire va nous donner les éléments, rectifier ce qui n'a pas été bon, rendre meilleur ce que nous avons fait et puis surtout se projeter dans l'avenir. Et ça, c'est important pour 2023. Oui, parce qu'on l'a vu justement, les élections législatives ont quand même été un coup dur pour vous. Ce sont les indépendantistes qui ont quand même remporté ces élections. Comment vous expliquez cet échec électoral? Il y a plusieurs explications à mon sens. Je ne vais pas les développer ici ce soir, mais je crois qu'il y a effectivement eu quelques grosses difficultés. La première des difficultés, c'est la difficulté de communication. Je crois que le gouvernement n'a pas suffisamment communiqué sur les actions que nous avons menées. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nos militants nous disent non, continuez, parce que le travail qui a été fait est un travail important, énorme. Et bien sûr, la deuxième raison, c'est celle qui a été mise en avant pendant la campagne électorale, ce sont les erreurs de comportement des membres du gouvernement, à commencer par moi-même, et puis d'autres qui ont donné l'impression que nous sommes passés au-dessus de tout, que nous sommes devenus arrogants, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et comment vous allez repartir alors à la reconquête des électeurs pour les territoriales 2023? Eh bien, j'ai 5 pages à regarder à l'issue de ce séminaire où nos militants nous font des préconisations intéressantes, bien sûr, ce ne sera pas toujours facile, mais au niveau de la conduite du parti d'abord et la conduite du gouvernement, il faudrait effectivement qu'on apporte des aménagements, des améliorations, mais c'est surtout la vision d'avenir, puisque tout va se tourner autour de thèmes que nous connaissons aujourd'hui, que sont l'emploi et le reste. Merci Monsieur le Président, vous restez avec nous, mais nous allons à présent parler économie. Les professionnels du secteur s'accordent à dire que le pire reste à venir. La guerre en Ukraine, la flambée du prix des matières premières, l'inflation qui n'a jamais été aussi élevée en Polynésie, 6,9% en 1 an. Les perspectives sont inquiétantes si aucun signe d'orientation ne se manifeste. Ayata Talahouf et Nicolas Suir. Nous imprimons les t-shirts des îles. Donc ça englobe un peu les 5 archipels. Donc on a les Tuamotu, on a les Gambiers, les îles de la Société et les îles australes. Et c'est ce qui marche. Et c'est ce qui marche. Cette boutique de textile du centre-ville ne connaît pas la crise. Ouverte en juillet 2020, soit en pleine crise sanitaire, ses ventes n'ont cessé d'augmenter. Et l'impact de la TVA sociale sur ses prix n'a même pas freiné les acheteurs. Depuis le mois d'avril, depuis qu'on a imposé justement ces taxes, on n'a pas désempli. Au contraire, on était même surprise du résultat que l'on a jusqu'à aujourd'hui. Nos clients sont des habitués, donc on les a déjà prévenus, puisqu'ils sont déjà au courant de cette fameuse augmentation des taxes. Mais ils n'ont pas rechigné, bien au contraire, le panier habituel n'a pas changé. Un enthousiasme confirmé par l'IOM, l'indice du climat des affaires retrouve son niveau de 2019. C'est contradictoire parce que la situation économique telle qu'on la mesure à travers le chiffre d'affaires aujourd'hui est plutôt favorable. On est globalement au ou au-dessus des prévisions, ce qui est une bonne chose.
Mais l'avenir encore très incertain préoccupe la majorité des chefs d'entreprise affiliés au MEDEF. Si la crise sanitaire est une cause, le manque de visibilité en est la principale raison. Les chefs d'entreprise aujourd'hui sont inquiets, et en particulier du fait qu'ils ont un manque, pour ne pas dire une absence de visibilité. Et sur ce point-là, il n'y a pas 50 solutions. Ça sera effectivement au contexte général, bien sûr, qui ne dépend pas que de la Polynésie, mais aussi à nos gouvernements et aux hommes politiques en général, de donner de la visibilité aux entreprises. Il suffira effectivement de peu pour que le moral des chefs d'entreprise revienne à la hausse et que derrière, les choses se passent mieux. Sachant que quand on parle de moral des chefs d'entreprise, ça sous-entend confiance dans l'avenir, ce qui évidemment implique, ou en tout cas la différence, l'immédiate conséquence de la confiance en l'avenir, c'est l'investissement. Et investissement signifie aussi création d'emplois, sauf que depuis quelque temps, les investisseurs privés rasent les murs. Et pour faire face à l'inflation, il faudra marcher main dans la main. Il faut qu'on discute avec le pays. Nous, en tant que syndicalistes, tu as bien soulevé le mot syndicaliste, mais je suis toujours travailleur, actif. Et sur ce point-là, qu'on doit discuter avec les centrales syndicales, les employeurs et le pays. On doit revoir tout ce qu'il y a à mettre en place. En attendant, les ménages les plus modestes accusent le coup et piochent déjà dans leur bas de laine. Mais pour combien de temps encore ? C'est justement la première question que je vais vous poser. On sait que tout ne peut pas reposer sur le gouvernement, mais pour combien de temps encore les ménages devront accuser le coup ? J'espère que ce temps ne sera pas trop long. Vous savez, depuis pratiquement, c'est la 3e année, nous naviguons à vue. C'est compliqué ce qui se passe. L'évolution de la Covid, nous l'avons appris au jour le jour. Nous avons tout fait pour accompagner ceux qui étaient dans la difficulté, que ce soit les populations, les entreprises et les salariés. Aujourd'hui, nous avons bien compris que ce qu'attendent les entreprises de ce pays, ce qu'attendent les patrons de ce pays, c'est un peu plus de visibilité sur ce que nous allons faire dans les mois à venir. N'empêche que nous avons une difficulté, c'est de contrôler le paramètre de l'inflation, qui est une inflation exogène, parce que c'est pas ici à Tahiti. On met ça sous les 1% de CPS qui a été créé au début d'année. Mais vous savez très bien que toutes les matières premières à l'étranger ont augmenté. Le transport, pour certains, en tous les cas de la Nouvelle-Zélande, en Polynésie française, a pratiquement triplé, voire quadruplé dans certains cas. Donc, nous attendons que ces paramètres se stabilisent et nous nous orientons déjà vers cela. Et puis, derrière, comme il est dit, nous continuons à investir. Jamais le bâtiment n'a été aussi bien dans ce pays. Vous voyez les grues pousser dans ce pays. Et puis, jamais le tourisme n'aura été aussi bon. Le maire de Bora Bora me disait que la commune, l'île de Bora Bora connaît une fréquentation touristique qui est, au bout de 6 mois, l'équivalent de ce que c'était en 2019. Vous voyez que les choses sont en train de bien s'enclencher. J'espère que déjà à ce niveau-là, effectivement, nous pourrons reconstruire cette confiance dont on a tous besoin. Je comprends les chefs d'entreprise et les investisseurs. Et comment vous allez justement tenter de réfréner ces prix qui continuent d'augmenter ? Nous avons créé des boucliers. Nous l'avons fait avant la métropole. Nous avons mis en place des boucliers pour freiner l'augmentation. Le fioul, les hydrocarbures dans ce pays nous avions les meilleurs prix au monde pratiquement, puisque nous avons mis beaucoup d'argent pour éviter justement que les conséquences pour les familles soient catastrophiques, telles que l'augmentation de l'électricité et autre chose. Donc, les transports. Nous mettons des boucliers en face pour bloquer certains prix ou maintenir certains prix à leur niveau, mais il faut avouer que tout cela, ça coûte de l'argent. Et de l'argent, bien sûr que je ne veux pas créer d'autres impôts, et je vais faire appel à la métropole pour que la métropole nous accompagne dans cette lutte, car les boucliers, on en aura besoin, bien sûr, et c'est ce qui va stabiliser le prix. D'autre part, on a pour projet, malgré tout, que je me suis engagé en début d'année, que si les choses allaient mieux, si les taxes rentraient bien dans ce pays, nous allons vraisemblablement baisser les cotisations des salariés à la CPS.
Alors eux aussi sont impactés par l'augmentation du coût de la vie. Selon une récente étude de l'ISPF, les étudiants ont peu de budget. Alors trouver un logement est souvent une vraie galère. Il y a bien la résidence universitaire, mais les places sont chères et la priorité est donnée à ceux des îles. 300 étudiants des archipels sont attendus pour la rentrée de demain. Plus de la moitié d'entre eux ont déjà emménagé dans leur nouvel appartement. Le début d'une grande aventure, parfois teintée de désillusion. Reportage de David Chang. On a l'habitude que ce soit nos parents qui déballent l'imprimante, mais là, c'est qu'on soit autonome, quoi. C'est pour Heireina, à gauche, le début d'une longue série d'apprentissages. La jeune fille originaire de Bora Bora vient s'installer avec l'aide de sa famille, parents, oncles et cousines, 3 jours avant sa rentrée. Ici, on monte l'étagère qui permettra d'améliorer le confort de la jeune fille. Surtout pour étudier, hein, pour les études. Donc, il faut qu'il soit bien dans le logement. Voilà. On est en train de faire le maximum, quoi. Elle poursuit une licence dans le professorat. C'est la seule dans son entourage à viser ce niveau d'études, une ambition qui fait la fierté de sa mère. À mon époque, mes parents n'avaient pas les moyens. Aujourd'hui, pour ma fille, je vais tout faire. Parce que je me vois en elle. Et je veux vraiment qu'elle réussisse ce que je n'ai pas réussi. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'elle ait un toit. Un toit qu'elle doit partager avec une autre étudiante, malgré la taille du studio. C'est serré, on n'a pas vraiment un bon environnement pour travailler, mais je ne me plains pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de logement et moi j'ai cette chance au moins d'avoir eu un logement. Comme on dit, on fait avec. Et puis voilà, avec les moyens que j'ai, je ne peux pas non plus demander le luxe. 20 000 francs la location mensuelle, charges comprises. Mais à ce prix, il faut faire avec des colocataires indésirables, les pigeons et leurs ravages. Ici, la cuisine commune, mais bien souvent, ce sont aussi les étudiants eux-mêmes qui dégradent les structures. Steve surveille les lieux pour le compte de l'OPH. C'est l'alcool, voilà. Et sinon c'est l'hébergement de Tane et de copains, quoi. Voilà. Sans compter, il y a des petits sets, tout ça. Là. Et la drogue? Oui, il y a la drogue aussi ici, là. Ça c'est sûr. J'interviens, je fais un rapport et le soir même, j'emmène directement à l'OPH là. Dans la classe de Heireina, ils sont 5 à être logés à Utumaoro. Au total, 3200 étudiants sont attendus pour cette rentrée universitaire. Donc demain, c'est la rentrée universitaire pour les étudiants polynésiens. Bientôt, ce sera pour ceux de l'Hexagone, les Polynésiens qui sont partis là-bas. Le problème, souvent, pour les étudiants, c'est après leurs études, c'est de trouver du travail. Quel avenir professionnel pour ces jeunes? Ça a été notre problème à tous. Moi, j'étais en métropole pour faire mes études. Effectivement, derrière, on réfléchit à ce qu'on va faire parce qu'on a tous envie de rentrer au Fénois. Alors effectivement, dans un premier temps, ce que nous avons fait de gros efforts pour que les conditions minimales offertes à nos étudiants soient le logement, vous venez d'entendre, c'est important. Nous étions à 280 logements en 2018, nous allons atteindre 600 logements là. Donc c'est important. C'est important parce que nous croyons qu'il faut que nos enfants aillent à l'école. Nous croyons dans le fait que les enfants doivent avoir des diplômes pour faciliter la voie d'accès à l'emploi demain. L'emploi, je ne peux pas vous dire que je vais moi créer de l'emploi, je vous mentirai. N'est-ce pas? Les étudiants qui reviennent ont différentes possibilités. Effectivement, l'administration, avec ses emplois et dès qu'un Polynésien se présente avec des diplômes égaux, on renvoie naturellement les métropolitains qui sont ici, on les remercie, mais on le fait à diplôme égal, bien sûr. Mais il y a aussi les communes. Les communes aujourd'hui ont besoin d'avoir des ressources humaines solides pour la gestion. Et puis, il y a l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ici en Polynésie, ça prend bien. Il y a de jeunes entrepreneurs polynésiens qui sont courageux, qui s'investissent. Que fait le pays? Le pays les accompagne en matière d'investissement, par exemple, et surtout au niveau des équipements. Nous avons des subventions que nous donnons pratiquement à tous les conseils des ministres pour accompagner ces jeunes dans leur vie. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs locaux, jeunes, 25, 26 ans, qui se lancent et qui trouvent une place sur le marché public. Donc, ils ne sont pas au bord de la route, ils sont sur la route. Justement, créer son propre emploi aujourd'hui, est-ce que c'est un petit peu, pas l'unique voie, mais peut-être la voie la plus importante pour les étudiants? Et est-ce que vous, au gouvernement, vous allez aider justement dans ce sens-là? Nous les accompagnerons. Nous aménagerons les moyens qu'il faudra en fonction, bien sûr, des secteurs où se développent ces entreprises. Mais de plus en plus, nous rapprochons de la Chambre de commerce qui suit mieux ce tissu que nous. Et le CEFI accompagne les demandeurs d'emploi. Donc, oui, nous mettrons tous les moyens parce que nous voulons que nos jeunes reviennent dans notre
Fénois. Nous avons besoin d'eux pour faire marcher nos administrations, nos communes et bien sûr faire marcher le pays. Ce serait pour nous une fierté demain de voir que des Polynésiens aujourd'hui peuvent prendre la place des autres. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes aujourd'hui ? D'avoir beaucoup de courage et d'abnégation, il faut réussir. Parce que le véritable problème aujourd'hui des jeunes, ceux dont on parle, ce sont ceux qui ont décroché à l'âge de 14 ans, 15 ans. Nous sommes en train de mettre en place des cursus de formation, mais ils auraient dû effectivement consacrer un peu plus de temps à leurs études et je crois que les difficultés seraient moindres aujourd'hui. Depuis plus d'une semaine, ils luttent contre les incendies en Gironde. Les 21 volontaires polynésiens partis en renfort dans l'Hexagone sont sur le front auprès des pompiers métropolitains. Une cérémonie a été organisée par le maire d'Ostens et son conseil au service départemental d'incendie et secours pour les remercier de leur soutien. Alors justement, Monsieur le Président, est-ce que la solidarité polynésienne était importante pour la métropole dans ce genre de situation ? Il faut se rappeler que lorsque nous étions en grande difficulté avec la Covid, la métropole nous a envoyé des hommes et des femmes qui sont venus soutenir le corps médical ici et nous avons beaucoup apprécié. Et bien sûr que lorsqu'on a vu que la France était en grande difficulté et que des appels étaient lancés, nous avons répondu, ne serait-ce que pour exprimer encore une fois cette solidarité. Et j'ai mis 48 heures pour mobiliser ces pompiers et grâce au soutien des maires, parce que différentes mairies ont répondu, y compris le maire de Paia comme le maire de Tairapou, des gens qui sont venus spontanément. Et aujourd'hui, je viens d'avoir le président au téléphone. Ils sont entre de bonnes mains. Ils pensent que ce voyage sera constructif pour eux parce qu'ils voient beaucoup de nouvelles choses. Le travail qu'ils font, c'est celui que vous voyez aux images, c'est-à-dire un travail un peu compliqué d'éteindre le feu qu'on ne voit pas. Qui est dans le sous-sol. Feu de tourbe. Et avec beaucoup de danger, parce que je crois qu'un de nos pompiers a failli se voir un arbre lui tomber dessus. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.